Acte 4, partie 3, section 3, de l'esthétique. 1. L'existence, indépendamment d'un rapport à une idéologie, est absurde sujet. En tant que, sans idéologie, le réel est illisible, et que le sens est un rapport, il est clair que sans le rapport à son idée, l'existence ne peut faire de sens à un sujet. Sans idéologie, le monde est donc absurde à un sujet, et cela en deux sens. Absurde d'abord, car il ne peut rien y comprendre, absurde ensuite, car aucun rapport ne permet de faire sens. Citation. Selon moi, la faculté distinctive de l'être actif ou intelligent est de pouvoir donner un sens à ce mot « est ». Jean-Jacques Rousseau, L'Émile ou de l'éducation, livre 4, Profession de foi du vicaire savoyard. 2. L'existence, indépendamment d'un rapport à une éthique, est absurde au sujet. De même que, sans idéologie, le monde est absurde, de même, sans éthique, le monde n'a pas de valeur. Autrement dit, comme le monde est éthiquement vierge, il est clair que le monde n'a pas en lui ce que l'on nomme des valeurs. C'est aussi là une certaine forme d'absurdité. Par conséquent, les objets sont donc naturellement éthiquement vierges, ce qui, dans l'idée du sujet, revient à dire qu'ils sont absurdes. Ils ne prennent un sens que lorsqu'ils sont rapportés à son idéologie. De même que le sens est le produit d'un rapport entre un objet et une idée, la valeur est le produit d'un rapport d'un objet à une éthique. Indépendamment d'une éthique, les objets ne peuvent avoir aucune valeur. Dit encore autrement, les objets n'ont de valeur que relativement à un système qui en fixe l'échelle. Sans cela, un objet n'est ni bon, ni mauvais. Il est simplement ce qu'il est. D'une manière très imagée, l'idéologie donne aux objets ce que l'on pourrait appeler une dignité ou un sens d'être. Non pas en tant que l'idée en crée l'existence, mais en tant que les objets prennent des valeurs par rapport à l'idée d'un sujet. Dit encore autrement, si le monde a bien un sens objectif, ce sens ne peut être compris immédiatement ni ne porte aucune valeur. Il n'est qu'effectivité. En cela, il est vierge de toute valeur. C'est le sujet qui, par ce rapport au monde, à son idéologie et à son éthique, impose au monde une dignité en lui insufflant des valeurs, pour ainsi dire, en lui imposant un sens. Un objet n'a donc de valeur qu'en tant qu'il se rapporte à une éthique. Cette éthique s'exprime nécessairement par une idéologie à laquelle elle rapporte toutes ses actions et qui présente comme absurde toute chose ne s'y rapportant pas. Comme pourrait être absurde un coup d'échec qui, n'ayant aucun rapport à l'échec et mat, n'aurait aucun sens. C'est pourquoi toutes nouvelles données sensibles doivent toujours être rapportées à une idéologie pour avoir un sens, et à une éthique pour avoir un intérêt. Ceux qui ne rapportent pas les données sensibles à une idéologie ne comprennent rien, et ceux qui n'acquièrent des connaissances sans les rapporter à une éthique n'en savent rien en faire, à part les débiter à outrance dans les assemblées pour prouver aux autres, et surtout à eux-mêmes, combien ils sont intelligents. 3. L'éthique, dans sa pratique, produit l'esthétique. En tant que la théorie détermine la pratique, l'éthique d'un sujet implique toujours une certaine pratique. C'est pourquoi nous disons que l'éthique, dans sa pratique, produit l'esthétique. L'empreinte de l'éthique est donc l'esthétique. De plus, en tant que le besoin éthique d'un sujet cherche à aller plus loin que ce qui est, le sujet apporte quelque chose de plus à l'objet, des valeurs. Ce système de valeurs ajouté au monde par l'intermédiaire d'un sujet, c'est cela que nous nommons esthétisme. L'esthétisme se définit donc premièrement comme la valeur ajoutée à un objet par le rapport à un sujet et à l'expérience qu'il en fait. Mais comme ces valeurs sont propres au sujet, le propre de l'esthétisme est toujours l'ésotérisme, c'est-à-dire que le sens attribué aux choses est toujours confiné à un système particulier, c'est-à-dire obscur à celui qui ne s'y trouve pas. Si cela peut paraître obscur au spectateur, qu'il se dise simplement que le sens d'une esthétique est toujours interne. On ne peut le comprendre si on en est extérieur. C'est pourquoi la connaissance du sens propre à une esthétique est toujours restreinte à son cadre et exclusive à elle. On ne peut en connaître le sens qu'en en pénétrant le secret. C'est pourquoi nous disons qu'un esthétisme est toujours ésotérique. En simple, dire que l'esthétisme est ésotérique, c'est dire que le sens d'un esthétisme est toujours interne. C'est dire que l'on ne peut comprendre l'acte d'un sujet sans le référer à la logique qui en a donné la raison. Ainsi, les traditions, les coutumes, les modèles, le normal, la culture, la langue et l'histoire sont incompréhensibles à celui qui n'en comprendrait pas l'esthétique, c'est-à-dire l'idéologie. Remarque. Peut-être que le spectateur pourrait se sentir perdu au milieu de toutes ces notions. Résumons ce que nous avons dit depuis le début. Le sujet possède nécessairement une idée du monde. Quand il en possède plusieurs, il va chercher à les systématiser. C'est ce que nous nommons une idéologie. L'idéologie est donc un système de pensée pour un sujet. Mais comme le théorique implique le pratique, cette idéologie implique toujours une certaine manière d'être. C'est ce que nous nommons éthique. Nous différons idéologie et éthique simplement d'un point de vue théorique, car en réalité, l'une implique forcément l'autre. L'éthique, c'est l'idéologie mise en pratique. Cette distinction sert simplement à porter attention d'abord sur l'idée seule et ensuite sur cette idée mise en pratique.
De plus, nous avons vu que l'identité est toujours éthique. Quand un sujet adopte une éthique, c'est donc à elle qu'il se réfère pour définir ce qu'il est. C'est donc là une notion extrêmement importante pour lui. Enfin, la pratique d'une éthique laisse forcément une empreinte sur le monde, et c'est cette empreinte que nous nommons esthétique. 4. L'esthétisme est toujours subjectif. En tant que le sens est un rapport, et que l'esthétisme est le système de valeurs d'un sujet, il est clair que ce système est toujours relatif à lui, et à son rapport au monde. Ainsi, il serait vain d'aller chercher les valeurs de son esthétique dans les objets du monde. Elles n'existent que dans l'idéologie du sujet. Autrement dit, le rapport au monde est toujours subjectif. Mais comme l'esthétisme qui suit de ce rapport est le système de valeurs qui donne au monde un sens, et que l'éthique est ce par quoi le sujet prend sa dignité, il s'ensuit que tout le système de valeurs du monde repose fondamentalement sur cette volonté éthique du sujet. Par conséquent, c'est par le sujet que le monde prend ses valeurs. Aussi, le sujet est non seulement la condition nécessaire des valeurs, mais également le support sans lequel le monde ne peut en avoir aucune. Mais comme les valeurs sont nécessairement un produit subjectif, ces valeurs peinent à trouver un fondement solide sur lequel elles pourraient se maintenir. En définitif, elles ne reposent que sur l'idée du sujet. Et comme le besoin éthique d'un sujet cherche à aller plus loin que ce qui est, nous avons vu que les valeurs étaient toujours quelque chose d'ajouté aux objets. C'est cela que nous avons nommé esthétisme. Toutes les valeurs ont forcément quelque chose de mythique. Bien qu'il puisse y avoir un lien entre la nature de l'objet et les valeurs que le sujet lui insuffle, ces valeurs viendront de toujours plus loin que les bornes naturelles de l'objet. C'est pourquoi les valeurs ne se trouvent pas littéralement dans les objets, qu'elles reposent entièrement sur l'idéologie d'un sujet et qu'elles sont, par conséquent, toujours en porte-à-faux. Certes, il y a un lien entre la nature de l'objet et la manière dont un sujet en est affecté, mais il s'en faut de loin que tout le système de valeurs d'un sujet se réduise à la manière dont il est affecté. Car comme un sujet produit des conditions d'existence subjectives, que la logique est la formule d'une suite qui en donne la raison, et que, pour n'importe quelle suite, il est possible de formuler une logique qui en donne la raison, une éthique obéit toujours à une logique singulière qui, par conséquent, produit une esthétique singulière. En définitif, un sujet peut se représenter n'importe quoi, n'importe comment, et il peut être très difficile de comprendre à la fois l'idéologie d'un sujet, ainsi que son éthique et cette esthétique qui en découle. Les Grecs sacrifiaient parfois 100 bœufs aux dieux, ce que l'on appelait une hécatombe, car ils pensaient que la fumée qui émanait de la graisse brûlée nourrissait les dieux et donc permettait d'obtenir leur faveur ou, à tout le moins, de se protéger de leur courroux. De même, et c'est un exemple qui est bien connu, les Aztèques ouvraient le torse d'individus sacrifiés pour en extirper le cœur, car ils croyaient que l'énergie de la personne sacrifiée était libérée pour rééquilibrer les énergies des forces divines. Pareillement, les Bambara, une ethnie du Mali, concevaient des fétiches étranges qu'ils nommaient des bolis, et sur lesquels ils sacrifiaient des animaux pour communiquer avec l'au-delà ou pour d'obscurs rituels. Ce boli était composé d'argile, de tissu, de peau, et même de placenta humain. Les Bambara croyaient que plus ce boli recevait de sang, plus il était chargé en force vitale. Nous avons également le souvenir vague d'une obscure tribu indigène qui se livrait régulièrement à ce qu'on a appelé le rituel du serpent, où des sauvages capturaient des serpents venimeux et essayaient de les mettre dans leur bouche pour ensuite les frapper contre des dessins. Ces pratiques sont sans doute très étranges, il est vrai. Et bien que l'on juge avec beaucoup de sévérité la pratique de tels sauvages, on oublie combien étranges sont nos propres pratiques qui n'ont d'autre sens que celui de l'usage qu'on en a. Par conséquent, toutes les valeurs du monde se trouvent dans l'idée du sujet, et c'est en cela que consiste tout son génie et toute sa folie. Car comme ces valeurs se portent plus loin que ce qui existe simplement, elles ont toujours une certaine part de délire et de mythe. Et ce qui permet d'appeler le sujet jusqu'au ciel, l'appelle également vers la boue. Dit plus simplement, la nature ne donne à ces objets aucune valeur. Cela n'est donné que par un sujet. Le sujet est donc ce que la nature a fait de plus digne, car il est ce qui a imposé au monde ses valeurs. Ces valeurs ne sont pas forcément objectives et peuvent être propres à lui. Mais la pratique de son éthique lui donne l'idée de dépasser la faiblesse de ses valeurs pour s'élever jusqu'à la vérité afin d'ériger un système de valeurs véritables. Toute la dignité d'un sujet consiste donc dans sa pensée, c'est-à-dire dans cette extraordinaire capacité éthique à partir de laquelle il va produire toutes les valeurs sans lesquelles le monde n'est qu'un corps vide entièrement froid et qui n'attend rien d'autre que de mourir. Il en est, dans le monde, qui éprouvent une telle haine pour leurs propres espèces qu'ils se réduisent eux-mêmes à ce degré de l'avilissement qu'ils n'ont plus d'orgueil que celui de l'autoflagellation. Ainsi, ils considèrent donc le sujet comme ce qu'il y a de plus vil dans la nature, la création la plus indigne du monde et dont le seul acte véritablement moral serait le suicide. L'homme aime à se flageller. En effet, jamais aucune autre espèce n'a déployé autant de valeur dans l'effort de prouver qu'elle n'avait aucune valeur. C'est que le sujet est à ce degré de dignité que, même en s'abaissant, il s'élève malgré lui.
car même s'il devait se penser comme n'étant rien, pas mieux qu'un animal, ou même comme un moins que rien, il oublie qu'il est le seul à pouvoir faire ce calcul. Cette dignité du sujet ne saurait donc lui être ravie, car croirait-il qu'il ne vaut rien, que, pour ce faire, il devrait le penser. Citation. Quoi ? Je puis observer, connaître les êtres et leurs rapports, je puis sentir ce que c'est qu'ordre, beauté, vertu, je puis contempler l'univers, m'élever à la main qui le gouverne, je puis aimer le bien, le faire, et je me comparerai aux bêtes. Âme abjecte, c'est ta triste philosophie qui te rend semblable à elle, ou plutôt, tu veux en vain t'avilir, ton génie dépose contre tes principes, ton cœur bienfaisant dément ta doctrine, et l'abus même de tes facultés prouve leur excellence en dépit de toi. Rousseau, L'Émile ou de l'éducation, livre 4, Profession de foi du vicaire savoyard. Remarque. C'est par une profonde naïveté et une idéologie aveugle que l'on a cru à des valeurs naturelles. Certes, l'homme a une valeur, mais elle ne vient aucunement de ses conditions naturelles. Ce n'est pas la nature qui donne à l'homme ses droits et ses valeurs, c'est l'homme. L'homme donne sa dignité à l'homme. C'est cet homme qui, à partir de la nature, tente de s'élever au-dessus d'elle. Entreprise impossible, il tente malgré tout de vivre au-delà de cette survie à laquelle lui contraint la nature. L'homme est donc à lui-même sa seule dignité. Toute sa dignité d'individu éthique ne repose que sur lui-même. Ceux qui prônent un droit de nature ou un paradis naturel qui aurait existé à nous ne savons quelle époque précédant la société civile, sous couvert de progrès, ramènent l'espèce dans son état primitif et sauvage. Ils gèlent la nature dans son image la plus primitive et renient tout le progrès difficile de ses valeurs qui donnent tout le sens de la vie. D'une manière hors du champ de notre sujet, nous avons à cœur de dire que le progrès ne consiste ni en une simple avancée dans le temps, car ce serait là confondre progrès et temporalité, ni dans cet Eldorado primitif que l'on nous chante sans cesse. Le plus grand danger de l'humanité ne sont pas les bêtes, les colères de la nature, les tourments de l'existence, ce sont les faux intellectuels. Le plus grand danger de l'humanité sont ces individus cultivés, mais dotés d'une intelligence tordue qui, par ses œuvres, ne tend qu'à détruire cela même qui l'a rendu possible. En d'autres termes, ce sont ces intellectuels qui, à ce degré bercés dans leur délire, en viennent à détruire la source même de leur intelligence, qui ne produisent plus qu'un savoir putride, mortifère et toxique, et qui, bien loin de nous instruire, vient nous réduire au plus bas degré de la civilisation, au plus haut degré de la médiocrité, et à cette nature de bête sauvage dont le visage semble tant séduire les foules. 5. L'esthétique est l'expression du sens d'une éthique. En tant que l'esthétique est l'empreinte de la pratique d'une éthique, le sens est purement esthétique. Comme nous l'avons dit, il est cette valeur ajoutée aux choses par l'usage des sujets. Plus précisément, nous avons dit que la signification était un rapport, que le spectateur nous permette de continuer cette réflexion plus avant. En tant que, indépendamment d'une éthique, l'existence est absurde à un sujet, un objet n'a pas de valeur naturellement. Comme nous l'avons dit, la valeur ne se trouve que dans ce rapport entre le sujet et son éthique. Autrement dit, un acte qui ne se réfère pas à une éthique n'a pas de valeur ni de sens. C'est la référence à son éthique qui permet aux actes du sujet de faire sens, d'avoir de la valeur. Et c'est dans ce rapport que l'on trouve tout le sens de son esthétisme. D'une manière très imagée, le sens est aux objets ce qu'un angle droit est à deux droites perpendiculaires. Dans le monde, il n'existe que des droites, mais si l'on prend une droite X qui serait perpendiculaire à une droite Y, le rapport qu'elles entretiennent produit un angle droit. Il en est de même entre les objets et l'idée d'un sujet. Le rapport entre les deux produit ce qu'un sujet appelle un sens. Si l'on poursuit la métaphore, toute l'esthétique d'un sujet correspond à cette pratique de sens, c'est-à-dire à ces actes qu'implique une éthique et qui prennent donc leur logique par ce biais. En un mot, l'esthétique est l'expression de ce sens que produit le rapport d'un sujet avec son éthique. De plus, faire l'expérience d'une esthétique, c'est faire l'expérience de l'éthique dont elle est l'expression. Par conséquent, une esthétique n'est pas une simple apparence ou une pratique étrange, c'est tout le sens d'une éthique pour un sujet. C'est le sens de sa vie et qui ne parvient à se soutenir que par sa dignité. De l'extérieur, sans doute cette esthétique paraîtra absurde ou ridicule, mais c'est dans ce ridicule que réside tout le sens de la vie pour un sujet, c'est en elle que réside toute sa dignité. Remarque, nous avons traité de ce sujet dans notre section sur le langage, car le langage est toujours esthétique. Peut-être que le spectateur le comprend mieux dorénavant. C'est cet esthétisme qui, par habitude, par réitération et par articulation, donne à des signes leur sens et en permet la communication. Il est à noter que ce sens ne se porte pas seulement sur des mots. L'homme utilise généralement le son et l'écriture pour communiquer un sens, mais cela peut être tout autre chose comme, par exemple, le son produit d'un instrument ou de n'importe quel objet, des mouvements de main, des clignements des yeux, ou n'importe quoi pour peu qu'on lui assimile un sens. Aussi, il faut entendre le mot de langage au sens très large. Tout acte qui fait référence à cette éthique, qui est donc l'expression de cette esthétique, peut être considéré comme une forme de langage. Agir, s'habiller,
Être d'une certaine manière, c'est aussi là une certaine façon de communiquer. C'est pourquoi toute expression esthétique est une certaine manière de parler. C'est ainsi que deux individus peuvent se comprendre sans même se parler directement, car chaque acte ayant un sens, par une série d'actes, les actes deviennent pareils à des phrases, et, par extension, c'est exactement comme s'ils dialoguaient entre eux. 6. L'esthétique est le miroir de l'identité d'un sujet. En tant que, pour vivre, un sujet doit construire ses propres conditions d'existence, ces conditions d'existence subjectives sont ce que nous avons nommé habitus. Mais comme l'éthique produit une esthétique, cet habitus exprime toujours une certaine forme qui est l'expression du sens de son éthique. Ainsi, l'identité d'un sujet est donc cet habitus dans lequel le sujet se reflète pour se paraître à lui-même. Autrement dit, l'esthétisme est comme un miroir dans lequel un sujet se reflète pour se paraître à lui-même. Pour un sujet, l'idée de soi est donc soutenue par son habitus, car c'est cet habitus qui est l'expression concrète de son éthique et qui lui renvoie cette idée qu'il se fait de lui-même. Dit encore autrement, pour un sujet, le monde est comme un miroir qui, où qu'il aille et quoi qu'il fasse, lui renvoie l'image de lui-même. Et comme le sujet est éthiquement vierge, quand il se regarde dans le reflet que lui renvoie le monde, il ne voit presque rien. Lui vient alors le vertige de sa propre existence. Ainsi est-il comme une sorte de vampire qui n'a aucun reflet éthique. C'est pourquoi il cherche ce reflet dans autre chose qu'il met devant lui pour se paraître à lui-même. Aussi, comme nous l'avons vu, le sujet puise dans autre chose une image à laquelle il va s'identifier, de telle manière qu'il va assimiler cette chose à lui-même, afin, lorsqu'il la voit, qu'il puisse se dire « je suis cela est moi ». Plus fondamentalement, comme le sens est un rapport, pour un sujet, ne fait sens que ce qui a rapport à cette esthétique. Ainsi, cette esthétique n'est pas une simple apparence, mais la pratique du sens de sa vie. En un mot, un sujet vit par et pour son esthétisme. Sans lui, rien n'a de sens. C'est pourquoi toutes ces parades, ces cérémonies, ces symboles, ces processions, et tous ces cortèges d'intrigues, de pierres, de tissus et de parures que revêt l'homme pour faire les choses les plus simples, peuvent certes paraître ridicules à celui qui considérerait la chose en dehors, mais l'expérience apprend que l'homme ne peut se passer de ces choses, qu'elles sont, pour lui, le support du sens de sa vie. S'il fallait que l'homme agisse par rapport aux choses selon leur valeur réelle, il faudrait qu'il soit indifférent à toute chose. Par conséquent, un sujet ne se reconnaît que dans ce qui est autre, il ne se regarde qu'au travers du miroir d'autre chose. Ce miroir, c'est son esthétisme, et c'est cet esthétisme qui lui rappelle l'idée de ce qu'il est, l'idée de ce qu'il veut être. Aussitôt sorti de cet esthétisme, il se paraît étranger à lui-même. L'identité est donc ce processus où le sujet assimile l'idée de ce qu'il est dans l'idée d'autre chose qui, par son esthétisme, lui conféra le sentiment de sa propre existence. Il rattache alors l'idée de lui à cette autre idée et se rapporte à elle pour donner un sens à sa vie et à tout ce qu'il fait. L'identité d'un sujet est donc le rempart entre lui et l'absurde du monde. Il suit de cela que le sujet exprime son identité par des objets extérieurs à lui. Et comme il se reconnaît en ces objets, il cherche à en revêtir le plus possible. Il assimile la valeur d'une chose à lui-même, de telle manière que, lorsqu'il se réfère à elle, il réfère implicitement à lui. Il s'ensuit également que selon les objets disponibles et selon leurs conditions, l'identité d'un sujet sera déterminée différemment. Dit encore autrement, l'identité d'un individu dépend de la condition des objets extérieurs dans lesquels il se projette. En un mot, ce n'est pas tant le sujet qui témoigne de l'objet que l'objet qui témoigne du sujet. Comme nous l'avons dit, l'homme est la seule espèce qui trouve ce qu'il est dans autre chose. Aussi le voyons-nous s'identifier tantôt à un aigle, tantôt à un lion, tantôt à un cerf, arborer des coquillages, de la fourrure, des plumages, porter avec fierté des blasons figurant tout le règne animal et aimer à définir la beauté de l'autre par la beauté de la nature. Nous voyons des humains qui ressemblent de manière frappante à des singes, des poissons, des ours, des chiens, des loups et des oiseaux, mais un qui ressemble à un homme, cela, nous n'en voyons que très peu. Il est vrai qu'aucun autre animal ne s'identifie à autre chose pour se représenter à lui-même, mais ce n'est pas tant qu'il se prend pour ce dont il arbore l'apparence, c'est qu'il cherche à représenter une idée qu'il se fait de lui, au travers de symboles qu'il prend dans autre chose. L'exemple du Rudius nous donne un bon aperçu de ce qu'est cet esthétisme. Ce Rudius n'est rien qu'une simple épée de bois, mais dans ce bois résonne l'écho de la liberté qu'il pourvoit. De même, l'alliance est juste un anneau, mais il porte en lui la promesse d'amour de deux individus. Il en est ainsi de tous les objets auxquels les hommes portent tant d'intérêt. Tout cela n'est que du vent, ce ne sont que des hochets, certes. Mais comme le dit Napoléon, c'est avec des hochets que l'on mène les hommes. Et cela est tel car, en définitif, ce sont les idées qui mènent le monde. 7. Par l'esthétique, un sujet devient une personne. En tant qu'un sujet trouve sa dignité dans son rapport à l'éthique, et que la pratique de l'éthique produit une esthétique, c'est par l'extension de cette esthétique que le sujet quitte sa condition bestiale et primitive pour se hisser jusqu'à la dignité de personne. De plus, en tant que le monde est éthiquement vierge, l'éthique revêt sur le monde l'apparence par laquelle il prend sa dignité. En d'autres termes,
l'éthique s'exprime par une certaine apparence et, sans cette apparence, il n'existe aucune éthique et aucune valeur. Ainsi, par l'éthique, un sujet se pare d'une esthétique. Il devient une persona, c'est-à-dire un rôle, un masque qu'il revêt et par lequel il se définit. Affranchi de cela, le sujet n'est plus qu'une bête qui, perdue dans l'ordre du monde, n'a plus qu'à se ruer, baffrer, jouir et mourir. Par conséquent, l'esthétique est toujours symbole d'identité. Adopter un esthétisme, c'est témoigner d'une identité. Une éthique exprime toujours une esthétique, et chaque esthétique témoigne d'une certaine éthique. Il ne peut pas y avoir d'esthétique éthiquement neutre. De plus, comme l'homme n'a d'identité naturelle que celle de sa condition et de sa capacité mimétique, il se dirige instinctivement vers les objets qui tendent à l'affirmer dans l'idée qu'il a de lui. Aussi, à force de faire et de vivre, l'homme va de plus en plus constituer son habitus de signes qui témoignent de cette identité. Tant et si bien que chaque instant au contact de son habitus l'affirme un peu plus dans sa propre idée de lui-même. Un sujet ne se suffit pas à lui-même. Il ne se sent lui-même qu'en étant autre. En clair, l'esthétisme permet au sujet de devenir l'idée qu'il a de soi. En agissant, en pensant, en un mot, en vivant comme ce à quoi il s'identifie, le sujet se sent exister quand il se rapporte à l'idée qu'il a de lui et qu'il réaffirme à chacun de ses actes. Par l'habitude, il finit par se convaincre qu'il est véritablement comme l'idée qu'il se fait de lui. D'une certaine manière, il l'est en effet, puisque tout ce qu'il donne à voir, toutes ses qualités, tous ses actes témoignent de cette idée qu'il croit être. En un mot, c'est l'éthique qui extirpe un sujet de sa condition de bête aux pulsions primaires pour l'élever au rang des individus civilisés. Et c'est par l'esthétique que le sujet peut jouer le personnage qu'il veut être et, à force d'y jouer, il finit par le devenir. Ceux qui méprisent l'esthétique méprisent également l'éthique qu'elle porte et, par là même, la dignité qu'elle exprime. C'est pourquoi ces individus deviennent tout naturellement des êtres abjects, désagréables, grossiers, vulgaires, cyniques et mauvais. 8. Le rapport d'un sujet au monde est proprement esthétique. En tant qu'un sujet ne peut pas ne pas agir, et que l'esthétisme est la valeur qu'un sujet donne à un objet du fait de son usage, il s'ensuit que le rapport qu'un sujet entretient au monde du fait de son action est proprement esthétique. Autrement dit, l'action du sujet laisse toujours sur le monde une empreinte qui est forcément esthétique, c'est-à-dire qui porte en elle l'idée de l'éthique qui en donne la raison. Dit autrement, en tant que le sujet, par sa pratique, crée un habitus, que le sujet trouve sa dignité dans son rapport à l'éthique, que l'éthique produit toujours une esthétique, et que l'esthétique est le miroir de l'identité d'un sujet, il suit de tout cela que le sujet se fait en faisant dans le monde. Aussi, pour vivre dans le monde, le sujet forge un monde à son image, et en regardant le monde qu'il a forgé, il se reconnaît en ce qu'il a fait. En clair, l'action porte en elle l'empreinte du sujet qu'il a produite. C'est pourquoi le sujet utilise l'empreinte qu'il laisse au monde comme intermédiaire pour se comprendre lui-même. En définitif, un sujet ne fait que ce qu'il est, et c'est en faisant ce qu'il est qu'il se découvre tel qu'il est. 9. Sans esthétisme, le sujet n'a plus d'identité. En tant qu'un sujet trouve sa dignité dans son rapport à l'éthique, sans éthique, un sujet n'a plus de dignité. Mais comme l'esthétique est l'expression du sens d'une éthique, qu'un sujet devient une personne par l'esthétique et que l'esthétisme est le miroir de l'identité du sujet, sans son esthétisme, un sujet n'est plus rien. Autrement dit, si l'esthétisme est le produit d'une éthique, cet esthétisme soutient pourtant cette éthique, car une éthique qui ne produit plus d'esthétisme ou dont l'esthétisme perd son sens est forcément une éthique en déclin. C'est pourquoi une éthique a toujours besoin de l'esthétisme qu'elle produit pour se soutenir elle-même. C'est pourquoi elle a besoin d'idoles, de temples, de drapeaux, de symboles, de vêtements, d'objets en tout genre qui témoignent d'elle, qui portent ses rêves, ses espoirs, ses combats, ses aspirations et ses buts, en un mot, son identité. En outre, comme l'esthétique est le système de valeurs d'un sujet, sans elle, le sujet choit plus bas que la bête. Il dégringole tous les échelons de l'évolution, tout le progrès de la civilisation pour retourner à sa nature primitive et bestiale. C'est alors le retour de la bestialité, de la loi du plus fort et de l'art dégénéré. C'est le retour du temps des loups et des tribus, de Cain et d'Abel, le temps des peaux de bêtes et des bacchantes. C'est la fin de la civilisation et, ce faisant, de la raison. Ainsi, sans une éthique et sans l'esthétique qui en est le produit, l'identité d'un sujet ne repose plus sur rien, et n'ayant rien qui fixe son attitude, ni qui détermine une direction, mais ne pouvant en même temps nier sa dignité naturelle qui l'oblige à l'éthique, il ne peut que faire un mauvais usage de celle-ci, et naturellement se dégrader, en sombrant dans une barbarie pire que la plus sauvage des bêtes. Par conséquent, le déclin de l'esthétisme d'un sujet, ou, ce qui revient au même, la dépossession de son éthique, engendre un sujet éthiquement aliéné qui déchoit jusqu'au nihilisme, c'est-à-dire jusqu'à la négation de toute valeur, et qui n'a plus pour plaisir que celui de se dégrader. Citation. Ôtez de nos cœurs cet amour du beau, vous ôtez tout le charme de la vie. Celui dont les viles passions ont étouffé dans son âme étroite ses sentiments délicieux, celui qui,
à force de se concentrer au-dedans de lui, vient à bout de n'aimer que lui-même, n'a plus de transport. Son cœur glacé ne palpite plus de joie. Un doux attendrissement n'humecte jamais ses yeux, il ne jouit plus de rien. Le malheureux ne sent plus, ni ne vit plus, il est déjà mort. Jean-Jacques Rousseau, L'Émile ou de l'éducation, livre 4, Profession de foi du vicaire savoyard. 10. L'esthétique vraie porte le sujet vers la vérité. En tant que le sens véritable de l'existence est la vérité, que c'est le rapport à la vérité qui détermine la véritable signification des objets, que la connaissance de la vérité détermine la bonne éthique, et qu'une esthétique témoigne toujours d'une éthique, il suit de tout cela que l'éthique vraie produira une esthétique vraie qui, par son expérience par un sujet, inclinera tout naturellement ce sujet vers la vérité. Autrement dit, l'esthétique n'est pas toujours relative aux valeurs propres d'un sujet, sans quoi aucune esthétique ne pourrait être compatible avec une autre. Il existe une esthétique vraie, qui est le produit de l'éthique vraie, c'est-à-dire de cette éthique qui aspire à la vérité. Ainsi, de même qu'une chose n'a fondamentalement de sens que dans son rapport à la vérité, c'est toujours fondamentalement parce que quelque chose réfère à la vérité que nous la disons véritablement belle. Ceux qui font l'apologie de la vérité d'un auteur dans sa langue maternelle ne comprennent pas cette idée que, si un texte n'est beau que dans la langue de l'auteur, c'est qu'assurément il ne fait pas référence à la vérité, mais seulement aux finesses de son esthétisme propre. C'est que l'on est moins dans de la philosophie que dans de la poésie. Car, s'il est vrai que le style littéraire souffre toujours de la traduction, celle-ci parviendra toujours à exprimer l'idée de la vérité qui se cache en elle, peu importe la langue dans laquelle elle est exprimée. C'est cette idée du vrai qui rend sublime les textes et qui leur permet de traverser les langues et les époques afin de connecter les esprits de tout temps, plutôt que de les enfermer dans la syntaxe de quelques pédants. En un mot, le souci de l'esthétisme vrai est celui-ci: ouvrir la voie de la vérité par la porte du beau. Citation. En effet, la science compte parmi les plus belles choses. Or, l'amour est l'amour des belles choses. Il est donc nécessaire que l'amour soit philosophe. Et, s'il est philosophe, qu'il tienne le milieu entre le savant et l'ignorant, et la cause en est dans son origine, car il est le fils d'un père savant et plein de ressources, mais d'une mère sans science ni ressources. Platon, Le Banquet. Fin de la section 3.